Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Car la production métallurgique, notamment, constitue un enjeu essentiel pour notre économie et son autonomie. L'acier est au sommet de la chaîne de valeur de nombreuses industries. Sa production nécessite des investissements importants, avec des seuils de rentabilité élevés et des marges faibles. L'acier est pourtant un enjeu de souveraineté. L'acier forge nos armes au sens propre. Les vecteurs de notre force nucléaire, avions et sous-marins principalement, nécessitent des alliages spéciaux en acier de haute technicité. L'acier est aussi un enjeu pour la transition énergétique. Le recyclage de l'acier représente une contribution importante à notre stratégie de réduction de gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier non plus les évolutions technologiques qui permettent de limiter les émissions de CO2 dans la filière chaude au sein des hauts fourneaux. Or, 12 ans après le Grenelle de l'environnement, la politique de l'éco-conception reste encore trop virtuelle et l'éco-recyclabilité des produits industriels à base d'acier est encore trop peu développée. Pourtant, la France et l'Europe sont devenus des acteurs marginaux sur le marché mondial de l'acier, aujourd'hui dominé par la Chine, qui représente 50% de la production mondiale. Or, seuls 3/4 à peine des capacités de production existantes sont utilisées. Nous sommes aujourd'hui en pleine crise de surcapacité. La création de nouvelles capacités se poursuivant dans un contexte de guerre commerciale exacerbée entre la Chine et les États-Unis. Pourtant, malgré les efforts de structuration de la filière, d'une part, il manque une politique claire, notamment un ministre de l'Industrie et des moyens humains et financiers dédiés. D'autre part, il manque une véritable vision industrielle européenne. En effet, elle est aujourd'hui trop focalisée sur la politique de concurrence, ce qui a pour conséquence première d'entraver notre capacité à construire des géants économiques capable d'affronter la concurrence mondiale. Le dossier Alstom-Siemens en est un exemple. Enfin, elle est trop lente à réagir au dumping et au manque d'ambition industrielle. Nous avons besoin d'une Europe stratège pour notre industrie. Dans ce contexte, la mission d'information que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider a pendant 5 mois entendu 55 personnes et effectué plusieurs déplacements sur le terrain. J'en profite pour remercier mes collègues membres de cette mission et en particulier Madame la rapporteure, chère Valérie, ainsi que les administrateurs du Sénat et leurs équipes qui ont travaillé à nos côtés. Notre rapport a été adopté à l'unanimité des groupes politiques du Sénat et a présenté 30 propositions que la rapporteure s'attachera dans quelques instants à présenter dans ses grandes lignes. Merci de votre attention.
Merci. La parole est à Madame Valérie Létard, rapporteure de la mission d'information pour 5 minutes. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la mission d'information, cher Franck, mes chers collègues. À l'heure où la réindustrialisation des territoires est un objectif partagé du gouvernement et des élus locaux, la consolidation de notre industrie sidérurgique nationale est absolument stratégique. Notre mission d'information a identifié 3 défis majeurs pour le futur de la sidérurgie française. D'abord, la surcapacité de production persiste au niveau mondial, exacerbant la concurrence au détriment de l'industrie européenne. De plus en plus de pays, en particulier la Chine, ont recours au protectionnisme commercial et à des pratiques déloyales. Ensuite, les sidérurgistes doivent prendre le virage de la transition énergétique. L'acier doit nécessairement devenir plus vert, mais les objectifs climatiques et énergétiques se renforcent et la hausse du coût du carbone s'accélère sur le marché des quotas alors que les pays tiers ne sont pas tenus aux mêmes exigences. Enfin, les moyens nécessaires à l'adaptation de l'industrie sidérurgique sont difficiles à mobiliser alors que les investissements sont particulièrement lourds et risqués, particulièrement en matière de R&D, et que la conjoncture ne s'améliore que lentement. Pourtant, l'acier est le fondement de nombre de secteurs en aval, construction, automobile et bien d'autres. Pour donner des armes à l'acier français dans la compétition mondiale, nous avons émis 30 recommandations qui agissent sur 4 leviers. Le premier levier est le soutien de la transition énergétique de la sidérurgie française. Alors que le prix de la tonne de carbone au niveau européen augmente depuis quelques mois, il serait inacceptable que ce renchérissement renforce la compétitivité des entreprises en dehors de l'Union européenne, non soumises aux mêmes contraintes, alors même que leurs émissions de CO2 sont souvent bien plus importantes qu'en Europe. Il faut mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne et l'on peut se réjouir que la nouvelle Commission européenne y soit favorable. Maintenant, il va falloir faire vite, car l'urgence du tissu industriel sidérurgique n'est pas celle du temps de l'Europe, et là, il va falloir être très offensif. Les investissements ensuite des entreprises sidérurgiques pour décarboner la filière ne porteront leurs fruits qu'à la condition d'être soutenus par un coût de l'énergie compétitif. La compétitivité du prix de l'énergie en Europe est un élément déterminant dans les choix d'investissement des groupes sidérurgiques et conditionne l'avenir de la filière. Au niveau national, le coût de la compensation carbone qui compense les coûts des quotas carbone répercutés sur le prix de l'électricité pour des secteurs exposés à un risque de fuite carbone est amené à augmenter ces prochaines années. Notre recommandation de conforter son budget a été entendue, car j'ai vu, Madame la Ministre, 279,5 millions d'euros de crédits prévus à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2020 que nous allons examiner. Pourtant, j'attire votre attention, mais vous le savez mieux que moi, ce sujet se posera de façon tout aussi aiguë lors des prochains budgets, voire plus, et nécessitera de donner la visibilité au secteur. Le second levier est la défense de nos intérêts commerciaux et la protection du marché sidérurgique européen de compétiteurs aux pratiques déloyales. L'industrie européenne utilise de plus en plus d'acier importé au très mauvais bilan carbone et largement financé par des subventions des États. Pour restaurer des conditions équitables, il faut une politique volontariste de la Commission européenne qui doit se saisir pleinement de ces nouveaux outils de défense commerciale, aujourd'hui insuffisants et plus adaptés. Il faut absolument les revisiter, et là aussi avec un tempo qui doit changer du tempo européen habituel. Le troisième levier est la stratégie de filière qui améliore l'articulation entre les besoins des entreprises sidérurgiques et le soutien des pouvoirs publics. Il faut que les industriels s'impliquent fortement dans ces projets structurants qui bénéficient à tous et que l'État engage davantage de moyens pour améliorer le dialogue. Le quatrième levier, le plus essentiel, c'est, comme l'a dit mon collègue Franck Menonville, l'accompagnement stratégique à tous les niveaux des politiques publiques. Pour mobiliser pleinement les 3 autres leviers et renforcer le pilotage de la politique industrielle, il faut mettre en place un véritable ministère de l'Industrie, pas symbolique, mais doté de moyens humains et budgétaires appropriés, ce qui n'est plus le cas depuis trop longtemps, Madame la Ministre. Et ce n'est pas le fait de ce gouvernement, mais ce gouvernement peut changer les choses et en faire une véritable priorité nationale. C'est un tel ministre ou une telle ministre de l'Industrie qui pourra défendre nos entreprises industrielles au niveau européen, s'engager aux côtés des sidérurgistes dans la mutation écologique. Il portera la vision stratégique qui fait aujourd'hui défaut, plutôt que de se concentrer, faute de moyens, sur le rôle de pompier face aux situations difficiles
et sans anticipation, comme on l'a vu dans le cas de l'aciérie Ascoval et de ses salariés qui ont dû en souffrir beaucoup trop longtemps. Il rassemblera tous les acteurs concernés autour de la table en lien avec le Conseil national de l'industrie dans une approche partenariale avec l'échelon territorial, régional, premier maillon de l'accompagnement des bassins sidérurgiques. Alors, Madame la Ministre, vous avez lu notre rapport et lu nos recommandations. Partagez-vous notre vision stratégique pour l'acier français? Quels moyens concrets entendez-vous dédier à son accompagnement alors que nous nous apprêtons à examiner le prochain projet de loi de finances pour l'année 2020. Nous sommes à la croisée des chemins aussi au niveau européen. Beaucoup de décisions vont être prises. Que comptez-vous faire? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, pour une durée de 8 minutes, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Oui, vous avez raison, la sidérurgie est un maillon central de l'industrie française. L'importance de la sidérurgie est tout d'abord liée notamment à sa place incontournable dans de nombreuses filières industrielles majeures. C'est le cas en particulier de la construction, 43% des débouchés de l'acier, des transports, 26%, ou des industries mécaniques, 16%. L'industrie sidérurgique française emploie par ailleurs environ 48 000 personnes. Elle est implantée sur tout le territoire, même si elle est partout connue pour ses grandes implantations historiques qui emploient plusieurs milliers de salariés dans les bassins des Hauts-de-France, du Grand Est, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA. Sa présence est aussi le fait de nombreuses usines de plus petite taille, aciéries électriques ou unités de transformation aval, laminoir, fonderie. C'est un secteur mondialisé qui doit s'adapter à une concurrence féroce. Face à l'agressivité de la concurrence mondiale, de prix, en volume, en capacité, en concentration, les acteurs de la filière ont su se transformer afin de rester dans la course. Restructuration des aciers plats français, qui détiennent maintenant une bonne position de marché, transformation et sécurisation des emplois du site de Florange, où 2200 emplois ont été conservés grâce à l'innovation. La filière doit aujourd'hui faire face à des défis majeurs et votre rapport a parfaitement souligné les nombreux enjeux de cette filière. La réduction des émissions carbone, la lutte contre la concurrence déloyale et les surcapacités, le développement de la R&D, la transformation numérique des entreprises, la sécurisation des approvisionnements en matières premières, l'attractivité de ces métiers. Tous sont importants, mais quelques-uns me semblent vitaux pour l'avenir de la filière sidérurgique française et européenne. Premier enjeu, traiter la surcapacité mondiale. C'est lié à la proposition numéro 6. En 10 ans, la Chine est devenue le premier producteur mondial d'acier. La Chine produit elle-même 930 millions de tonnes d'acier, soit plus de 50% de la production mondiale, et est responsable de la moitié des surcapacités mondiales qui pénalisent les aciéristes européens, tirent les prix à la baisse et détruisent les marges en Europe, qui sont la condition des investissements et des emplois. Les aciers plats ont ainsi vu leur prix baisser de 21% entre janvier 2018 et mai 2019. Sous l'impulsion de l'Union européenne et des États-Unis, le G20 a mis en place en 2016 un forum mondial sur les surcapacités dans le secteur de l'acier, le GFSEC. Ce forum a permis d'obtenir de la Chine des réductions de capacité. C'est un premier pas, ce n'est pas suffisant. Et nous souhaitons continuer à agir, comme je l'ai fait au Japon encore dernièrement, avec mes interlocuteurs, mes homologues. Le deuxième enjeu, faire respecter une concurrence loyale, liée aux propositions 7, 8 et 27 de votre rapport. Près de la moitié des cas anti-dumping et anti-subvention traités au niveau européen relèvent du seul secteur de la sidérurgie. Les règles de concurrence loyale ne sont en effet pas toujours respectées par nos partenaires et vous le savez, nous poussons la Commission européenne à renforcer son action en la matière. C'est d'ailleurs ce que je fais au travers du Conseil compétitivité. Troisième enjeu, faire de l'impératif climat une opportunité liée à la proposition numéro 9. Les enjeux climatiques sont aujourd'hui un impératif reconnu par tous. Le plan climat du gouvernement et sa déclinaison dans la stratégie nationale bas carbone fixent l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. La sidérurgie est responsable d'environ 7% des émissions anthropiques de CO2 dans le monde. À ce titre, elle a une responsabilité envers la planète, mais elle fait aussi face à d'exceptionnelles opportunités de rupture technologique qui permettront aux industriels les plus offensifs de se différencier. Je reviendrai. Quatrième enjeu, la compétitivité passe par un enjeu fort sur le prix de l'électricité, lié aux propositions numéro 13 et 15. La sidérurgie est un grand consommateur d'électricité, à la fois pour l'élaboration du métal dans les aciéries électriques et sa première transformation lors du laminage, du forgeage et des réchauffages de la matière. C'est un point que nous portons au plan européen, vous le savez, puisqu'il y a un certain nombre de
négociations en cours. Et au plan national, merci de souligner les efforts actifs que nous avons eus pour défendre notre budget de compensation CO2 et notamment la réflexion que nous avons engagée pour faire en sorte que les entreprises, les intensives et les hyper-électro-intensifs bénéficient dans les années qui viennent de tarifs compétitifs en matière d'électricité. Le cinquième enjeu, c'est l'effort de R&D qui reste le facteur principal de compétitivité et de différenciation sur les marchés et qui donne lieu d'ailleurs à 3 propositions, les 12, 22 et 26 de votre rapport. Le crédit impôt recherche que de nombreuses nations nous ont copié est un outil souple et massif de soutien à la R&D des entreprises. En revanche, nous avons des marges de progrès s'agissant de l'industrialisation de la R&D sur le territoire national. On le sait. Il faut y travailler tous ensemble et les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine. C'est notamment en offrant aux investisseurs un territoire accueillant et un cadre légal lisible et attractif que se localisera l'industrie et les emplois qu'elle crée. Vous avez évoqué la Banque publique d'investissement. Je me félicite de son engagement constant pour l'industrie, engagement qui s'est renforcé cette dernière année. Depuis sa création, elle a été présente sur de nombreux dossiers du secteur des métaux. Elle a participé à de grands succès comme Constellium, auquel j'ai personnellement participé en 2009, et aussi un acteur crucial dans des dossiers plus sensibles comme Vallourec. Bpifrance est un investisseur avisé en économie de marché soumis aux règles de concurrence communautaire en matière d'aide d'État. Elle n'intervient pas directement en retournement, mais elle gère pour le compte de l'État le fonds de fonds retournement, doté de 74 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, qui souscrit à des fonds gérés par des équipes spécialisées dont nous avons besoin sur des dossiers particuliers. Face à ces défis, je veux dire ici solennellement qu'il y a une stratégie et des actions. Il y a au sein de l'État une stratégie industrielle, des plans d'action et des résultats en matière d'industrie et de sidérurgie. Je me contenterai de rappeler via 3 exemples concrets que la stratégie industrielle de l'État s'est structurée et renforcée durant ces 2 dernières années. La stratégie de filière a été renforcée. Le 18 janvier dernier, j'ai signé le contrat stratégique de filière mine et métallurgie avec la présidente du comité stratégique de filière, Madame Christelle Bory, en présence des organisations syndicales. C'est une instance unique où tous les acteurs, entreprises, organisations syndicales, administrations peuvent échanger hors situation de crise pour consolider et préparer ensemble l'avenir de la filière. Ils travaillent ensemble sur plusieurs sujets importants soulevés par votre rapport. L'avenir des différentes filières acier en France, hauts fourneaux et aciéries électriques, la réduction des émissions carbone, la lutte contre la concurrence déloyale, la transformation numérique de la filière, la sécurisation des approvisionnements en matières premières, l'attractivité de ces métiers. Ce contrat doit permettre une meilleure coordination entre les grands acteurs de la filière et les PME, entre l'amont fournisseur et l'aval consommateur. Je veux redire ici que c'est nouveau pour cette filière comme démarche. Des travaux sont également menés sur les approvisionnements en matières premières stratégiques, liés à vos propositions numéro 2 et 17. Vous avez évoqué le risque de dépendance aux matières premières analysé dans le rapport du CESE et mis en avant au cours de l'été par des déclarations de la Chine sur sa maîtrise des ressources mondiales de terres rares. Le gouvernement est très attentif à ce risque. À ce titre, et dans le cadre du CNI, le Conseil général de l'économie a remis au ministère de l'économie un rapport sur la vulnérabilité de l'approvisionnement en matières premières des industries françaises qui a permis d'identifier des pistes de travail. Pour les mettre en application, a été confirmé lors du COMEX du CNI du 23 septembre dernier le lancement de travaux applicatifs sur la sécurisation des approvisionnements en matières premières associant des industriels de référence de l'amont, producteurs de métaux, et de l'aval, consommateurs, pour 3 filières d'excellence et d'avenir fortement consommatrices de métaux critiques. Les batteries pour la mobilité, les énergies renouvelables et le secteur de l'aéronautique et défense. Les conclusions sont attendues pour la fin 2019 et des premières applications pratiques ont été mises en œuvre. Des travaux sur l'avenir des aciéries électriques sont également menés, liés à la proposition numéro 16. Je l'ai déjà souligné, la filière hauts fourneaux en France s'est restructurée et est maintenant au meilleur niveau européen et mondial. En revanche, les aciéries électriques françaises ont subi une succession de difficultés que votre rapport a relevées et qui ont entraîné des fermetures de sites et des arrêts définitifs de fours. Pourtant, la filière électrique dispose de caractéristiques qui devraient lui permettre de soutenir un développement concurrentiel. Plus faible intensité capitalistique que les hauts fourneaux, flexibilité, adaptation aux aciers de spécialité et aux petits volumes, réactivité opérationnelle. Par ailleurs, avec un faible émission de CO2 à la tonne, l'aciérie électrique est un élément de réponse à la réduction des émissions de la filière et à l'objectif de décarbonation de l'économie. Je me félicite donc que le comité stratégique de filière mine et métallurgie vienne de lancer un groupe de travail pour dégager des scénarios de développement des différentes technologies de production de l'acier en France, associant les industriels, les organisations syndicales et les administrations. C'est un travail fondamental qui doit éclairer l'avenir.
Ce type de travaux est dans l'ADN des comités stratégiques de filière et fait partie des réflexions stratégiques et de l'anticipation indispensable pour l'avenir de l'industrie dont votre rapport souligne l'impérieuse nécessité. Et je veux dire aussi, puisqu'on parlait d'intervention en urgence, que si la scierie Ascoval continue à travailler, c'est grâce à l'action déterminée également de l'État tout au long de ces 12 derniers mois. Et je veux le dire aussi grâce à l'action des élus locaux. Et je veux vous en remercier, Madame Létard, parce que je pense que si vous êtes rapporteur, c'est aussi parce que ce cas exemplaire a permis d'éclairer sur un cas pratique la situation. Madame la ministre, je vous invite à conclure. J'aimerais mentionner une dernière action en matière de formation. C'est le principal défi de la filière. La filière est en tension, elle peine à recruter et doit faire évoluer ses compétences pour s'adapter aux nouvelles donnes introduites notamment par la numérisation de l'économie. Nous devons y travailler ensemble. C'est une des missions que le gouvernement a données au comité stratégique de filière et j'attends que les travaux du comité, qui associe les entreprises et les organisations syndicales de salariés, aboutissent à des actions ambitieuses en lien notamment avec l'UIMM, qui est en première ligne sur ce sujet. Tous ces sujets sont bien entendu pris en compte dans le cadre de la réflexion sur le pacte productif. Je vous remercie. Merci. Dans la suite du débat, et je m'en excuse mes chers collègues, je ne vais pas pouvoir faire preuve de beaucoup de générosité, puisque chaque orateur disposera de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente, Madame la Ministre. Madame la Ministre, 2 minutes. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Je vais donner la parole à Monsieur Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la mission d'information, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier la rapporteure pour le travail réalisé ainsi que tous les collègues de la mission d'information. La situation périlleuse de notre industrie sidérurgique est principalement la conséquence du développement exponentiel de la concurrence étrangère. En 2017, près de 1 700 millions de tonnes étaient produites à travers le monde et près de la moitié en Chine. Les 3 pays principaux producteurs d'acier, tous situés en Chine, Japon et Inde, totalisent à eux 3 plus de 68,8% de la production mondiale. Pourtant, aujourd'hui, malgré plusieurs mesures anti-dumping mises en place pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, la question reste en suspens. Quid de l'avenir de l'acier français ? La richesse de notre industrie française se concentre aujourd'hui dans le développement de nouveaux savoir-faire. J'aurais donc 2 questions, Madame la Ministre. La technologie peut être une issue pour notre industrie. En 2017, le sidérurgiste américain Nucor, 30% de tout l'acier américain, avec 18 aciéries électriques, a aligné des performances de premier plan. Un recyclage massif, un souci de l'environnement, 4 fois moins de CO2 par tonne produite que ses concurrents et des dividendes redistribués 180 trimestres successifs depuis 1972. Comment donc accompagner nos entreprises dans la restructuration de leur modèle économique ? Par ailleurs, je pense que les préoccupations environnementales peuvent également être une opportunité. L'acier présente quelques avantages pour le développement durable. Filière sèche, faible consommation en eau, peu de déperdition énergétique, longévité des matériaux et facilité dans la déconstruction par rapport au béton notamment. L'acier peut même être 100% recyclable. Comment là encore accompagner nos entreprises sidérurgiques pour en faire des acteurs du développement durable et de l'économie circulaire ? Merci Madame la Ministre. Pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Vous avez raison de souligner que l'importance des enjeux pour la sidérurgie de devenir un acteur du développement durable, importance qui est renforcée par le fait que si la France est capable de proposer des solutions en matière de développement durable, elle pourra regagner des parts de marché et effectivement augmenter sa compétitivité. Je veux rappeler que la sidérurgie française est présente sur les aciers les plus modernes à valeur ajoutée, à la fois par sa filière aux fourneaux avec des aciers techniques pour l'automobile comme l'Usibor d'ArcelorMittal, mais aussi par des aciéries électriques en très haut de gamme sur les super-alliages et les alliages titane mis en œuvre par Aubert et Duval, mais aussi sur des inox et des produits très spécialisés comme les aciers à grains orientés par les transformateurs. Vous mettez l'accent sur
au fond, les choix de technologie type aciérie électrique, qui doit notamment tenir compte, sur lesquels on doit notamment tenir compte des investissements passés, de la base industrielle installée et des ressources et de l'évolution de la demande. La décarbonation de la production d'acier dans les hauts fourneaux réduira à terme très fortement leurs émissions. Ça, c'est une première réponse. De nombreux projets de R&D sont déjà engagés. Pour cela, car la filière fonte restera essentielle dans l'offre d'acier des prochaines années, eu égard aux projections de la demande. La filière électrique est cependant une technologie moderne également majeure. Elle dispose de caractéristiques qui devraient lui permettre de soutenir un développement concurrentiel. Je l'ai déjà dit, une plus faible intensité capitalistique, la flexibilité, l'adaptation aux aciers de spécialité. À court terme, elle est handicapée parce que sa caractéristique essentielle, qui est d'être faiblement émettrice de CO2, n'est pas, entre guillemets, récompensée par un prix du carbone qui serait à la hauteur des diminutions d'émissions de CO2 qu'elle permet. C'est pour cela que nous travaillons au niveau de la Commission européenne, notamment sur un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières de l'Union européenne, et qu'au sein et dans le cadre du pacte productif, nous regardons également comment permettre de redonner sa compétitivité à ce type de filière. Et c'est pour cette raison aussi que sur une filière comme une aciérie comme Ascoval, nous nous sommes battus précisément pour maintenir cette facilité en se disant que l'histoire nous donnerait raison. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Fabien Gay pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Mois après mois, même débat, même question et malheureusement, même réponse. Et pendant ce temps-là, les sites industriels sont délocalisés avec les emplois perdus et les ravages économiques et sociaux qui vont avec. Aucun territoire ni aucune filière n'ont été épargnés par les fermetures. 2 sites d'Ascométal dans la filière électrique. Chez Eramet, l'acierie électrique de Fermigny. Pour les cylindres, à Keurs. Et Vallourec a fermé ses laminoirs de Saint-Saulve et de Ville-les-Rouen. Dans la filière fonte, c'est l'arrêt de Florange. Entre 2013 et 2017, la sidérurgie a perdu 10 000 emplois directs. Autant de vies et de savoir-faire détruits au nom de la compétitivité. Une véritable hécatombe. Et nous continuons à voir verser les mêmes larmes de crocodile du gouvernement et entendre qu'il faut approfondir notre réflexion pour encourager la renaissance d'une politique industrielle. Et nous continuons à formuler des préconisations dont bon nombre sont faites dans l'excellent rapport de notre collègue Valérie Létard. Alors, soit depuis 15 ans, nos solutions sont erronées, soit il y a une volonté non assumée de sacrifier la sidérurgie et par là même notre tissu industriel sur l'autel du profit. Si c'est cela, il faut le dire clairement. Combien de temps allons-nous encore constater la faiblesse de l'État actionnaire face aux appétits capitalistes et l'absence de stratégie industrielle sur le long terme? Ma question, est-ce que votre politique industrielle se résume à voir nos outils industriels partir à l'étranger, d'être naïfs dans la guerre économique, à subventionner les entreprises à hauteur de 200 milliards sans demander de contrepartie en termes d'emploi et d'investissement, en attendant que la main invisible du marché vide la France de son industrie? Ou alors, allez-vous enfin interdire les délocalisations de sites dans les filières que nous considérons comme stratégiques, mener une politique industrielle audacieuse, en commençant par nommer un ministre de l'Industrie? Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Gay, je ne partage pas du tout la présentation que vous faites. Parce que force est de constater que l'emploi industriel a progressé dans ce pays. En 2017, en 2018, en 2019. Mais vous avez raison, ce n'était pas le cas auparavant. Et de 2000, et oui, non, les faits sont têtus, de 2000 à 2016, nous avons systématiquement détruit de l'emploi industriel chaque année, allant jusqu'à détruire plus de 100 000 emplois industriels certaines années. Et donc, il faut prendre les chiffres tels qu'ils sont. Oui, il y a une politique industrielle dans ce pays. Oui, elle est portée au travers des contrats stratégiques des filières, des territoires d'industrie. Et si vous pensez que Ascoval fonctionne aujourd'hui, sachez-le, c'est parce qu'il y a eu une action déterminée du gouvernement. Alors, il ne s'agit pas de se payer de mots, Monsieur Gay. Il faut regarder les faits et l'action qui est menée par le gouvernement. Cette action, elle permet aujourd'hui de regrouper les acteurs de la filière pour justement se porter sur des projets concrets et qui permettent non seulement de financer l'innovation, mais la transition écologique et énergétique. Deuxièmement, elle est menée au niveau européen, avec
le mécanisme d'inclusion carbone sur lequel nous sommes en train de travailler avec nos amis néerlandais, avec nos amis allemands, avec nos amis espagnols. Et moi, je fais ces négociations. Je ne suis pas sur mon siège à attendre que les choses se passent. S'agissant des départs de sites à l'étranger, sachez, monsieur, qu'il y a des relocalisations en France de sites industriels. Ça, c'est la réalité. Alors, je ne vous dis pas que cette bataille, elle va être gagnée en matière industrielle. Je ne vous dis pas ça parce que nous savons tous ce qui nous attend devant nous avec les tensions commerciales va être un moment difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'action du gouvernement, c'est que nous ne resterons pas les bras croisés et c'est que nous n'allons pas non plus nous contenter de distribuer les bons points et les mauvais points. Nous sommes là pour accompagner les entreprises dans leur transformation. Je vous remercie. La parole est à monsieur Dany Wattebled pour 2 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Mission d'information, mes chers collègues. On vient d'en parler, nous pleurons tous ici les mésaventures d'Ascoval, qui est allé de difficulté en difficulté, et heureusement, ça s'est bien terminé. Mais ces mésaventures sont symptomatiques de l'action de l'État, qui souhaite toujours agir en faveur de l'industrie ou en faveur de l'emploi, mais cette action se limite à présent presque exclusivement à la gestion de crise, à éteindre des feux. Le dossier Ascoval démontre bien à quel point même la gestion de crise est difficile. Le rapport de notre collègue fait aussi état d'un enchaînement de mauvaises décisions et de déclarations précipitées qui témoignent de l'absence de stratégie française en la matière. Il nous semble pourtant essentiel de mettre en place le cadre légal favorable au développement de l'industrie. Que peuvent faire nos industriels face à une taxe carbone qui, en Europe, ne s'applique pas aux importations? L'émergence d'acteurs solides capable de soutenir une concurrence mondiale face à d'autres grands acteurs doit être encouragée. Et nous avons vu, lorsque General Electric a racheté notre branche énergie d'Alstom, que d'autres États soutiennent très activement leurs industriels. La France doit projeter son industrie, ses savoir-faire. Elle doit soutenir l'investissement des secteurs stratégiques, mais il n'y a plus ministre ni secrétaire d'État à l'industrie. Alors comment pourrait-elle avoir une vision stratégique? Une vision stratégique est indispensable et elle dépasse aujourd'hui le cadre national. Cette vision doit être européenne et ne pourra pas faire l'économie de l'adaptation aux règles de la concurrence. Mais le sort de l'industrie se joue maintenant. Madame la ministre, ma question est simple. Qui sera chargé de redonner à la France une stratégie industrielle et avec quels moyens? Merci. La parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, je vais redire ici l'ensemble des instruments de notre politique industrielle de façon à ce que nous puissions les avoir tous en tête. Peut-être ils sont trop nombreux et on ne se rend pas compte de la profondeur de l'activité du gouvernement sur ce sujet-là. Nous avons donc 18 contrats stratégiques de filière, dont un qui porte spécifiquement sur les mines et la métallurgie et qui permet non seulement d'anticiper les transformations de la filière, mais également d'anticiper les innovations, la transition écologique énergétique et l'approvisionnement en métaux rares. Nous avons également le dispositif territoire d'industrie qui, au plus près des territoires, en lien avec les collectivités locales, permettent de porter des projets, notamment pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Nous avons le programme de numérisation des entreprises qui vise à accompagner le diagnostic numérique des entreprises et à la faveur du suramortissement numérique, de leur permettre de se transformer avec une incitation fiscale. Nous avons le Fonds d'innovation pour l'industrie, qui porte le financement des innovations de rupture du futur pour préparer les futurs marchés de notre industrie. Tous ces éléments font une vision industrielle et font une stratégie industrielle. Alors oui, nous prenons aussi le temps d'accompagner les entreprises en difficulté. C'est notre travail et ce ne sont pas les dossiers les plus difficiles. Mais je veux vous rappeler ici le travail qui a été fait sur Ascoval, le travail qui a été fait sur GE, puisque vous mentionnez cette situation et vous avez pu constater qu'un accord semble avoir été trouvé, un accord raisonnable entre les syndicats et les autorités de GE, et qui a été trouvé grâce à l'appui du gouvernement. Cette stratégie industrielle, elle est portée au plus haut niveau au travers du Conseil national de l'industrie, dont je rappelle qu'il est présidé par le Premier ministre. Peut-être n'est-ce pas suffisant pour porter cette vision de l'industrie, portée par le Premier ministre et portée également par les industriels en la personne de Philippe Varin pour France Industrie.
Monsieur le sénateur Wattebled, vous disposez de 37 secondes pour une réplique. Vous ne souhaitez pas les utiliser. À présent, la parole est à Madame Nadia Sollogoub pour 2 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite vous interroger sur la notion de stratégie. Comme le montre le rapport, l'État a donné l'impression ces dernières années d'intervenir de façon importante, 500 millions d'aides publiques en 10 ans, mais au coup par coup, au moment où sont survenues les difficultés, pour renflouer la barque en quelque sorte, sans formalisation des engagements du groupe, avec une forme de précipitation ressentie comme une absence de cap. Alors je reste sur le dossier de ce groupe emblématique, Vallourec, dont l'État est le principal actionnaire et dont l'exemple me permet d'argumenter mon propos. Quel cap ? Peut-on croire à un discours de vérité? Je suis élu de la Nièvre. Sur le site Vallourec de Cosne-sur-Loire, les élus et les salariés ont fait les frais de ces évolutions spasmodiques. Nous avons tous eu l'impression de courir derrière les décisions dont la stratégie nous échappait. Je viens de recevoir, hasard des calendriers, un fascicule qui s'intitule « Vallourec au cœur d'un monde qui bouge ». Oui, les évolutions sont nécessaires et vitales dans son secteur industriel pour continuer à exister dans un contexte qui évolue. Mais une fois de plus, y a-t-il un cap et surtout le connaissons-nous? Les cessions reprises à suspense, qui apparaissent parfois comme des liquidations en plusieurs temps parfaitement orchestrées, ne peuvent pas nous faire croire que la transparence est revenue. Le directoire annonce que l'amélioration des performances du groupe se confirme, que le chiffre d'affaires annuel est en hausse et je m'en félicite. Mais les tubes sans soudure destinés principalement au marché européen des équipements mécaniques sont laminés par un producteur ukrainien à des prix compétitifs, peut-on lire. Alors je vous demande quelle est la stratégie du groupe pour la production nationale. Je pense à tous ces salariés qui fabriquaient des tubes sans soudure en France et sont dans une incertitude insoutenable sur leur avenir depuis des années. Madame la ministre, dans une entreprise transparente qui affiche sa confiance en l'avenir, dont l'État est le principal actionnaire, la stratégie est-elle de laisser au bord du chemin ses collaborateurs de la première heure? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, oui, vous avez raison, Vallourec a traversé des difficultés, comme d'ailleurs tous les acteurs, voilà, je vous cherche des yeux, merci beaucoup, comme tous les acteurs du marché, et notamment du fait de l'effondrement de son marché en matière de fourniture d'équipements pétroliers, pour des raisons que tout le monde aura compris. Sur les différentes entreprises qui ont été confrontées à cet effondrement de leur marché, ont dû prendre des mesures, et des mesures dont vous avez raison de souligner qu'elles sont difficiles et qui ont mis en évidence un problème de compétitivité de la plateforme France. C'est un sujet sur lequel nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention de cette Assemblée et de l'Assemblée nationale, parce que il faut reconnaître que en termes de compétitivité, on regarde le coût complet de la production. Et si ce coût complet de la production, moi j'ai été dans l'industrie, est supérieur à celui de vos concurrents, bah, tout simplement, vous perdez vos parts de marché. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est le renforcement de la compétitivité que nous devons poursuivre. Et c'est pour cela que la numérisation des entreprises, c'est-à-dire le fait de transformer leur manière de produire en augmentant le poids des robots, des machines à commande additives, etc., est si importante en France, parce que c'est une façon de réinternaliser de la production en France et de gagner en compétitivité. S'agissant de Vallourec, l'État n'est pas présent directement, c'est BPI qui est présent au sein de son capital. Il y est rentré à un moment où la société était menacée d'une possible OPA, je rappelle les circonstances. Elle a été amenée à prendre ses responsabilités en soutenant l'entreprise. Ce n'est pas le principal actionnaire. Vous savez que nous sommes un actionnaire ultra minoritaire dans une société cotée où le capital est très largement réparti, et nous devons, vous avez raison, continuer à assumer nos responsabilités, mais comme administrateurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas gérants directs de l'entreprise. Mais soyez assurés que sur les sites français, nous avons un regard qui est celui de l'État, au-delà de celui du seul actionnaire BPI. Merci. Madame la sénatrice, vous disposez de 37 secondes pour une réplique. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, et imaginez que je comprends bien toutes ces problématiques de productivité sont des problématiques mondiales. Mais il y a tout de même la manière, parce que sur le site dont je parle, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a eu un repreneur qui, 1 an après, de nouveau baisse les bras en disant « j'y suis pas arrivé parce que Vallourec m'a pas laissé les brevets ». Enfin, c'est abracadabrant comme circonstance. Sauf qu'au passage, il y a quand même des salariés qui ont perdu leur premier plan social, le bénéfice de leur ancienneté, et c'est la façon dont se passe cette évolution. Alors même si les évolutions sont
parfois douloureuse humainement et incontournable peut-être, j'imagine. Mais il faut le faire quand même dans de bonnes conditions et on ne peut pas le faire dans une telle absence de transparence et de cette manière. C'est insupportable pour les salariés et pour les élus. Merci. La parole est à Madame Sophie Primas pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Ma question sera plus large que celle de la Syrie. En 1954, la France comptait 152 hauts fourneaux. Aujourd'hui, il en reste 8. La perte progressive des capacités de production sidérurgique, le rachat des entreprises historiques françaises par des conglomérats, voire des concurrents étrangers, le transfert des talents, des technologies à l'étranger, nous le savons. Cette alarmante tendance se retrouve dans la plupart des pans de notre industrie. Madame la Ministre, ne croyez pas que nous soyons fatalistes. L'industrie française possède des atouts considérables. Il faut simplement que vous la défendiez sans naïveté face aux attaques qui visent notre affaiblissement industriel, pour ne pas dire qui attaquent notre souveraineté dans certains domaines particulièrement stratégiques. Ainsi, pourquoi une telle apathie lorsque General Electric, après avoir racheté plusieurs branches d'Alstom, ignore totalement les engagements pris auprès de l'État et annonce de surcroît près de 1000 suppressions d'emplois? Je m'interroge lorsque la sucrerie Saint-Louis Sucre, rachetée par des Allemands, s'apprête à cesser la production en Normandie, fragilisant tout l'écosystème local. Je ne comprends pas le temps qu'il nous a fallu pour sauver une partie de l'activité d'Ascoval. Je pourrais parler des chantiers de l'Atlantique, je pourrais parler d'Eramet, puisque vous avez cité Madame Bory, en Nouvelle-Calédonie. Je peux citer Technip, qui fait face à un nouveau scandale depuis son rachat par l'américain FMC. Ce n'est pas faute d'outils. Le Parlement a voté en 2014 la loi Florange qui imposait une obligation de recherche de repreneurs. Nous avons voté dans la loi Pacte l'élargissement du contrôle des investissements étrangers par vos services, Madame la Ministre. Chaque année, nous demandons dans le projet de loi de finances des moyens pour le Fonds de développement économique et social. Quand assumerez-vous de vous saisir de ces outils pour soutenir et protéger nos industries stratégiques, clés de notre souveraineté économique ? La parole est à Madame la Ministre. Je crois que ce combat pour l'industrie, nous le menons sans naïveté. Vous avez cité les investissements étrangers en France et le contrôle que nous opérons. Je peux vous assurer, pour avoir un droit de regard sur ces décisions, que nous bloquons certains actionnaires qui regardent. Et moi, je parle de ce qui relève de ces 2 dernières années. FMC, sauf erreur, c'est un peu plus ancien. Et je veux redire aussi que nous avons non seulement, nous le faisons au niveau français, mais s'il y a aujourd'hui un mécanisme de screening au niveau européen, il faut y voir aussi l'affirmation des positions françaises qui ont convaincu la Commission européenne d'avancer sur ces sujets-là, ainsi que ses partenaires. Vous mentionnez un certain nombre de dossiers. Je crois qu'il ne faut pas tous les mettre au même niveau. GE, le dossier que vous mentionnez, c'est une installation qui a été achetée en 1999 par GE. 1999. Donc, en tout état de cause, les accords qui ont été conclus en 2014 ne concernent que par ricochet ce site-là, parce qu'au travers du rapprochement avec Alstom, ça nous a justement permis d'utiliser ce levier de l'accord, alors que si nous n'avions pas eu cet accord de 2014, nous n'avions aucun levier sur GE, parce que personne n'avait conclu d'accord en 1999. Je le redis. Et je veux redire aussi que sur GE, nous avons obtenu des résultats précisément. Et je veux redire aussi que nous avons 50 millions d'euros prêts à investir sur cet accord. Et je veux redire aussi qu'il y a 600 emplois qui vont être créés sur la filière éolienne en mer et qui sont annoncés pas plus tard que la semaine prochaine. Donc je crois qu'il ne faut pas réduire tout à une vision, et je partage, hein, nous ne devons pas être fatalistes, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais nous ne devons pas être fatalistes. S'agissant du FDES, nous l'utilisons effectivement assez largement. Nous sommes capables de le réinitialiser lorsque nous avons des besoins importants. Vous savez que en 2018, c'est le dossier Prestalis qui a mobilisé une grosse somme. Donc il faut regarder plutôt en dehors de ce dossier-là sur le moyen terme. Et sur le moyen terme, nous sommes dans une certaine régularité d'utilisation avec une efficacité. Je pense à un dossier dans la papeterie vers le sud-ouest, par exemple, qui va pouvoir potentiellement en bénéficier prochainement. Donc oui, nous utilisons à plein cet outil. La ministre. Ainsi que les Madame Primas, vous disposez de 35 secondes pour une réplique. Vous ne souhaitez pas l'utiliser. La parole est à Monsieur Jean-Claude Tissot pour 2 minutes.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, ces dernières années, la filière sidérurgique française est devenue le symbole du déclin de l'industrie dans notre pays. L'enchaînement des fermetures de sites et les destructions massives d'emplois sont presque devenus des fatalités. De ce point de vue, les travaux de notre mission d'information ont permis d'apporter un autre éclairage. D'abord, en rappelant que l'acier est essentiel à notre économie, en particulier à des filières comme le bâtiment, le transport ou même les énergies renouvelables. Ensuite, en cherchant à analyser les grandes mutations en cours pour mieux préparer l'avenir, plutôt que de revenir sur les erreurs du passé. Pour construire un avenir durable au secteur sidérurgique, je retiendrai qu'il y aura besoin d'un engagement fort de l'État pour soutenir le secteur et pallier les défaillances du marché à travers une politique industrielle à la hauteur des enjeux. Cet engagement de l'État doit avant tout permettre à notre filière sidérurgique de s'inscrire résolument dans la transition énergétique. Avec 19 millions de tonnes de carbone produites chaque année, la sidérurgie représente 4% des émissions carbone nationales. Aussi, l'un des grands défis qu'il faudra relever est celui de la décarbonation. Pour cela, il faudra mettre le paquet sur la recherche, si j'ose dire, mais aussi être vigilant aux fuites de technologies. Ainsi, nous proposons qu'une recherche financée sur fonds publics soit exploitée sur le territoire européen pendant au moins 5 ans. Nous formulons également plusieurs propositions afin de développer le recyclage et l'éco-conception. Outre la contribution au nécessaire développement de l'économie circulaire, le recyclage de l'acier répond à plusieurs impératifs. En l'absence d'une vraie stratégie d'approvisionnement durable et responsable, notre production d'acier reste dépendante de matières premières non disponibles sur notre territoire national. L'exploitation de certaines d'entre elles pose de lourds problèmes environnementaux, voire éthiques. Je pense notamment au cobalt. Enfin, nous devons d'anticiper la croissance des besoins dans le secteur des énergies renouvelables. Lorsque nous avons auditionné le directeur de Siemens Gamesa, je lui avais demandé s'il achète en France l'acier utilisé pour la fabrication d'éoliennes. Il m'avait répondu qu'il faudrait pour cela qu'il y ait sur notre territoire, je le cite, un fournisseur qui dispose des capacités industrielles pour continuer à accompagner la croissance du marché. Aussi, je voulais vous demander, Madame la Ministre, dans quelle mesure vous entendez suivre les préconisations de notre mission d'information pour relever ces grands défis. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Tissot, vous avez mentionné un certain nombre de points. Je vous rejoins sur l'importance de la recherche publique sur fonds publics et sur fonds de la recherche sur fonds publics et sur fonds privés. Je me permets de le rajouter. L'importance du recyclage, c'est notamment important aussi parce que c'est le matériel de base pour rentrer dans les aciéries électriques et qu'on a besoin d'organiser une vraie filière avec une matière première recyclée qui soit à un coût compétitif. Et la vérité commande de dire que ce n'est pas toujours évident. Donc nous travaillons sur ces sujets-là. S'agissant de tout ce qui est approvisionnement stratégique pour les filières exposées, nous sommes en train de déployer des plans spécifiques. C'est ce que j'ai indiqué dans mon propos liminaire, notamment pour le titane, en nous appuyant notamment sur un acteur qui est Eramet, que mentionnait Madame la Présidente Prima. Eramet, c'est aussi un formidable acteur dans lequel l'État est actionnaire et est en train de travailler à un élargissement de sa capacité d'approvisionnement pour l'ensemble du pays. Mais nos plans d'action devront aller plus loin, quitte à regarder peut-être des sujets sur les mines, puisqu'on sait qu'en France, on aura une approche plus éthique, comme vous le mentionnez, pour les mines que d'autres pays. Voilà ce que je peux vous dire sur l'énergie renouvelable. Je regarde le timing. Oui. Sur les énergies renouvelables, nous travaillons aussi dans le cadre du pacte productif à privilégier des fournitures en Europe et en France. C'est un des enjeux de développer des filières qui soient à la fois bonnes pour le changement climatique, mais qui soient également bonnes pour notre empreinte économique et qui donc prévoit des labels que l'on puisse mettre en œuvre pour faciliter l'approvisionnement sur des zones qui ont notre modèle social, l'exigence de nos modèles sociaux et environnementaux. Merci. La parole est à Madame Véronique Guillotin pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais tout d'abord remercier le président de la mission, Franck Menonville, ainsi que la rapporteure Valérie Létard pour l'excellente qualité des travaux. Élue moi-même d'un département lorrain, ce sujet de la sidérurgie ne peut me laisser insensible. Dans un contexte mondial fortement concurrentiel, la filière sidérurgique doit bien sûr s'adapter. Le verdissement de la stratégie industrielle, comme la modernisation des process de production, sont de véritables leviers de sa transformation. Je citerai ainsi 2 réussites symboliques dans ma région, le projet de transition énergétique de Novacarb en Meurthe-et-Moselle et la transformation industrielle du site de Florange. Mais je souhaiterais évoquer plus précisément la situation de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, spécialisée dans la production de tuyaux en fonte pour l'adduction d'eau potable.
Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, 2000 salariés, 123 brevets déposés depuis 20 ans et un statut de leader en Europe. Cette entreprise, longtemps numéro 1 au monde de son secteur, souffre, comme beaucoup, de la concurrence asiatique à bas coût, du protectionnisme américain et de la surproduction mondiale. Dans ce contexte, cette entreprise, toutefois, se modernise, continue à innover, a engagé un plan de redressement et d'investissement de 130 millions d'euros qui commence à porter ses fruits et aujourd'hui réfléchit à un partenariat, je les cite, au nom de la pérennité de l'entreprise et de l'emploi. Toutefois, Madame la Ministre, on ne peut pas dissocier la stratégie industrielle de l'entreprise des leviers à disposition des pouvoirs publics permettant de leur créer un environnement favorable. Je fais simplement référence ici à 3 choses. Tout d'abord, l'évolution récente, mais insuffisamment connue du Code des marchés publics qui permet d'introduire des critères fondés sur l'origine géographique des produits, favorisant ainsi le Made in France. Mais aussi l'introduction de quotas de CO2 dans les règles européennes ou encore la taxation des imports extra-européens, sujet qui revient régulièrement, comme vous le savez. Ma question porte sur ces 3 leviers. Madame la Ministre, quelle est la position du gouvernement sur les quotas de CO2, sur la taxation des imports de produits hors Union européenne et que proposez-vous pour informer et surtout rassurer les collectivités afin qu'elles s'approprient de nouvelles dispositions du Code des marchés publics que je mentionnais juste avant? La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Guillotin, voilà, c'est ça. Oui, alors je vais répondre d'abord sur le Code des marchés publics parce que c'est un sujet sur lequel nous avons fait une série d'avancées ces derniers mois. Premier élément sur le Code des marchés publics, vous le savez, nous avons la possibilité d'activer l'article 85 de la directive 2012-84 qui et on souhaite l'appliquer. Il faut savoir, ceci dit, que pour l'avoir testé sur certains marchés à l'exportation, ce n'est pas si simple et que être capable de qualifier un contenu européen sur un produit qui est à acheter pose un certain nombre de difficultés techniques. En revanche, il est possible d'activer une clause environnementale. Et cette clause environnementale, elle peut être mise immédiatement dans n'importe quel marché public. D'ailleurs, elle figure dans une vingtaine de % des marchés publics des collectivités locales aujourd'hui qui ont dépassé l'objectif qui leur avait été fixé en 2016. Et nous pensons que c'est un levier sur lequel il faut continuer à appuyer. Parce que si vous prenez des éléments simples comme les émissions de tonnes carbone, de CO2, ou d'autres éléments qualifiant l'impact environnemental de la marchandise que vous souhaitez acheter, alors vous réintroduisez dans l'équilibre de l'offre et dans son appréciation un outil qui permet de redonner, enfin de réinternaliser les externalités positives ou négatives, comme on dit en bon français, de l'impact environnemental des productions que vous achetez. Donc c'est un levier sur lequel nous poursuivons notre travail de façon à le mettre de manière peut-être systématique dans les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics, ce qui amènera les collectivités locales, comme l'État d'ailleurs, à se poser systématiquement la question: dois-je, dans mon cahier des charges des clauses particulières, enlever cette clause ou pas? Je ne reviens pas sur les autres sujets parce que j'ai épuisé mon temps. Merci. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi je salue Madame la Ministre votre discours volontariste de soutien à l'industrie et à la filière sidérurgique et les nombreux outils que vous avez cités. Vous avez cité par exemple le contrat stratégique de filière mine et métallurgie, donc une responsabilisation des acteurs de la filière, mais qu'en est-il réellement? Que pouvez-vous nous dire sur les moyens qui sont consacrés et l'accompagnement de l'État? Vous citez territoire d'industrie, nous en avons dans un certain nombre de territoires. Quel bilan d'étape? C'est vrai que c'est un peu décevant, je dois l'avouer. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de moyens réels. Il y a des efforts en termes de formation, mais en termes d'accompagnement des entreprises, là aussi, on ne voit pas grand-chose. Vous citez numérique et entreprises. Essentiel, bien sûr, le numérique, mais encore faut-il que ces entreprises puissent bénéficier d'une réelle connexion très haut débit. Donc, quelle fiabilité et dans quel délai? Parce que nous savons que les effets de la mondialisation, eh bien, c'est tout de suite et maintenant. Et chaque jour, au quotidien, nous voyons dans nos territoires des menaces. Encore dernièrement, LME à Valenciennes ou Vallourec, effectivement, pour notre Bourgogne-Franche-Comté. En fait, la question que nous vous posons, Madame la Ministre, je pense qu'elle est plus vraiment stratégique.
Quel pilotage, quel dispositif réactif nous mettons en place ensemble dans le cadre peut-être d'une action plus interministérielle qui associe davantage les territoires et qui se mobilise et qui inscrit un programme clairement identifié par l'Europe. Et enfin, je voulais profiter de l'occasion, puisque vous parliez des énergies renouvelables, lors d'une dernière visite de la délégation sénatoriale, nous avons donc visité une entreprise à Beautor où il y a un projet de reconditionnement des éoliennes. Et malheureusement, les éoliennes en France ne peuvent pas être reconditionnées parce qu'en France, on ne peut pas revendre des éoliennes conditionnées. L'énergie rachetée avec le TURP devant être produite dans des installations neuves, donc malheureusement importées. Donc peut-être un sujet à creuser. Merci. Merci. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, vous posez au fond d'abord la question des moyens qui sont mis en face des outils que j'ai cités. Je vais prendre plusieurs exemples. Territoire d'industrie, c'est aujourd'hui 305 millions d'euros qui sont d'ores et déjà mobilisés sur un certain nombre d'actions, plus de 300 actions qui sont financées. Donc c'est concret, c'est fait. Voilà un premier élément de point d'étape à mi-octobre. C'est un dispositif qui associe les collectivités locales, au premier chef les régions qui en sont les pilotes et qui cofinancent un certain nombre d'actions, mais également les entreprises et pas en tant que fédération ou fédération professionnelle, mais à titre individuel, ce qui permet d'aller dans une granularité plus fine pour porter les projets. Vous évoquez le sujet du numérique. Je veux redire ici que le très haut débit, soit 8 mégabits sur l'ensemble du territoire français, c'est pour la fin d'année prochaine. Vous savez que nous avons accélérer fortement le déploiement et que, je vous le signale, 37% des Français ont activé la possibilité d'accès au très haut débit. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt faire savoir qu'on a accès au très haut débit que ne pas avoir accès au très haut débit, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Sur la question de la vision et de la mise en musique de l'ensemble de ces actions, le pacte productif, c'est justement cet objectif, non seulement de construire un travail collaboratif, et je vous invite collectivement à contribuer au pacte productif, puisque nous avons une consultation qui est ouverte à l'ensemble des parties prenantes, et d'apporter votre pierre à cette construction, mais également de dessiner le futur, donc d'avoir une vision à 2025-2030 en précisant les technologies sur lesquelles nous allons mettre l'accent, en précisant la façon dont nous allons travailler et répartir les responsabilités entre entreprises, syndicats, collectivités locales et État, et puis surtout la question des compétences que vous mentionnez également, puisque l'objectif est d'avoir une GPEC au niveau régional, voire au niveau des bassins de vie, puisque c'est un des grands enjeux, la difficulté à recruter, mais également la difficulté à répondre à l'emploi. Je vous remercie. Madame Loisier, vous aviez un droit de réplique de 43 secondes. Merci Madame la Présidente. Sur le volet territoire industrie, ce que vous nous dites Madame la Ministre, c'est des éléments du plan de financement. Donc certes, c'est bien. Moi, je participe à un groupe. Franchement, on prévoit de financer des tiers-lieux. Oui, je vois pas l'intérêt direct. Je pense qu'il faudra faire un petit peu de ménage dans ce qu'il y a dans ces programmes de territoire d'industrie pour peut-être cibler sur les priorités qui sont identifiées. Et puis 8 mégabits, c'est bien, c'est du bon débit. Mais franchement, c'est pas suffisant pour robotiser et pour une industrie 4.0. Donc je pense qu'il faudra qu'on regarde vraiment tout cela précisément de manière opérationnelle. Merci. La parole est à présent à Madame Martine Filleul pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président et Madame la Rapporteure. Je vais à mon tour évoquer Ascoval, emblématique dans l'histoire de notre industrie sidérurgique à double titre. Cette entreprise a été l'un de nos fleurons industriels, mais dans le même temps, elle cristallise toutes les difficultés que connaît et a connues ce secteur en France depuis plusieurs années. Or, depuis cet été, vous l'avez dit, cette aciérie dans le Nord, en tout cas, reprend des couleurs. Elle est devenue la preuve qu'il est indispensable que les pouvoirs publics s'impliquent dans la vie économique et fassent preuve de volontarisme pour protéger notre industrie. En effet, Ascoval a été sauvé d'une part grâce à l'importance des investissements réalisés. L'État et les collectivités locales ont ensemble apporté à Ascoval près de 35 millions d'euros, un soutien financier sans lequel il n'aurait pas été possible de maintenir l'activité du site.
Sur ce sujet, le rapport préconise entre autres la reconstitution d'un véritable ministère de l'Industrie en capacité de mettre en œuvre, à travers BPI-France, des investissements conséquents. Dans la récente présentation de son pacte productif, Monsieur le ministre Bruno Le Maire a surtout évoqué une baisse d'impôts pour les entreprises, mais très peu la question des investissements. Pouvez-vous, Madame la secrétaire d'État, nous indiquer comment, quand le gouvernement compte investir financièrement, significativement, dans notre sidérurgie? Et d'autre part, Ascoval a survécu grâce à l'implication des collectivités territoriales, incontournables dans l'accompagnement de la filière sidérurgique. Elles ont dans ce dossier joué un rôle essentiel et travaillé d'arrache-pied pour trouver une solution avec l'État et les repreneurs. D'ailleurs, vous l'avez dit également. À cet égard, le rapport souligne la nécessité du partenariat entre l'État et la région. Peut-être est-ce en réponse à cette préconisation que le ministre a récemment évoqué la possibilité de création d'un conseil État-région pour partager les orientations politiques industrielles et régionales. Pourriez-vous nous en dire? Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la sénatrice Loisier. Vous parlez de volontarisme, vous avez raison, nous avons avancé Madame Filleul, Madame la ministre. J'ai sauté de ligne, Madame la sénatrice Filleul. Vous parlez de volontarisme, vous avez raison, et c'est effectivement ce qui a guidé notre action sur un certain nombre de dossiers. Mais je veux rappeler que les conditions d'intervention de l'État supposent qu'il y ait aussi des privés qui interviennent. Et ça a été la grande difficulté de ce dossier Ascoval, c'est que pour 1 euro d'argent public, il faut 1 euro d'argent privé. C'est la règle du jeu et on ne peut pas se battre contre la concurrence déloyale d'un certain nombre de pays qui subventionnent leur industrie et avoir une attitude qui conduirait à subventionner nous-mêmes notre industrie. C'est une des règles du jeu de base au niveau européen. Je pense qu'elle est bonne parce que si les Allemands se mettaient à subventionner leur industrie, compte tenu de leur marge budgétaire, ça pourrait poser un problème. Et je le dis à dessein parce que lorsqu'on se pose la question, par exemple, de la compétitivité de l'électricité, ça pourrait être une idée qui traverse la tête de mon homologue allemand. Donc, il faut avoir des acteurs qui investissent aussi dans les conditions de marché avec les règles du jeu. Je veux vous dire que BPI aujourd'hui investit à peu près le tiers de son argent dans le secteur industriel. Ça, c'est entre 30 et 33% grosso modo. Donc, ils ont une représentation de l'industrie dans leur portefeuille qui est largement supérieure à ce que ça représente dans l'économie française, 10-12% suivant que vous prenez la valeur ajoutée, la part du PIB ou l'emploi. Vous avez mentionné la question des conseils État-région et d'une approche stratégique conduite avec les régions. Aujourd'hui, nous avons ce type de conseil à un niveau, on va dire, informel. Nous avons réuni à plusieurs reprises les patrons de région en janvier, en mars, en juin, et nous leur avons proposé un séminaire justement pour caler ce travail collectif stratégique. Et nous voulons avoir le même exercice au niveau de chaque région avec les entreprises autour de la table. C'est une demande qu'elle formule au travers de France Industrie. C'est un des enjeux du pacte productif. La parole est à Monsieur Cyril Pellevat pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la mission d'information. La France est confrontée à un double enjeu en matière de sidérurgie. La lutte contre le décrochage industriel et la souveraineté nationale. D'une part, les emplois concernés issus de la filière sidérurgique sont menacés et d'autre part, la souveraineté industrielle est remise en question de manière générale en France. Se pose aujourd'hui la question du choix stratégique, mot revenu régulièrement sur les bancs, de la France dans ce domaine. Comme le rappelle le rapport d'information, au nom de la mission d'information sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle, la filière sidérurgique emploie encore 38 000 personnes sur le territoire français. Aussi, si en 1954, les 4 plus grandes sociétés sidérurgiques françaises représentaient environ 50% de la production nationale, en 2019, près des 2 tiers de l'acier produit sur le sol français sont issus des seules usines du seul groupe ArcelorMittal. De fait, plus qu'un marché français, il apparaît comme évident que la filière sidérurgique en France fait partie d'un marché plus extensif et que, comme le souligne le président de l'Union des industries métallurgie et minières et président d'ArcelorMittal, nous sommes dans un marché européen et l'Europe joue dans un marché mondial. En termes d'emploi et de production, 2 tendances sont à relever.
à savoir qu'ArcelorMittal emploie près d'un tiers des 38 000 emplois sidérurgiques et que la production sidérurgique française est en déclin. La France se classe désormais au 15e rang mondial en termes de production globale. Qui plus est, ce déclin annoncé continue sur la pente descendante. Il reste actuellement 8 hauts fourneaux actifs en France, alors que l'on comptait 152 en 1954. Ça a été relevé par la présidente Sophie Primas. Comme le rappelle le rapport, les conséquences sociales et économiques de ce déclin ont été pesantes pour les principaux bassins sidérurgiques français, à savoir le Grand Est et les Hauts-de-France. Ainsi, le nombre d'emplois dans la filière sidérurgique, qui s'est réduit de 20% au cours des 10 dernières années, continue à baisser, tandis que la reconversion des bassins pose de nombreux défis aux acteurs locaux. Par voie de conséquence, on remarque effectivement le besoin français et européen d'avoir une filière sidérurgique, notamment en termes d'emploi et de souveraineté. La France, Madame la Ministre, pourrait être à l'initiative au niveau européen pour mettre en place des conditions afin de maintenir une filière sidérurgique. En menant une réflexion nationale d'abord, et je vous pose la question suivante, Madame la Ministre, faut-il spécialiser nos hauts fourneaux pour qu'ils soient rentables dans le futur? Y a-t-il une nécessité de maintenir une filière active et croissante sur le modèle d'autres pays européens, ou est-ce un effort que la France ne peut ni ne doit supporter seule? Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, dans la question que vous posez, il y a deux éléments. Il y a la stratégie propre aux entreprises. Et cette stratégie propre, elle va dépendre des conditions de compétitivité dans lesquelles elles évoluent. Nous savons en particulier que dans les conditions de surcapacité actuelles, elles ont un intérêt à évoluer sur les segments à plus haute valeur ajoutée. C'est là où elles peuvent retrouver de la compétitivité et c'est le mouvement naturel qu'elles essayent de faire. Nous devons les aider dans cette direction, les aider d'abord, comme vous l'avez indiqué, en leur donnant des conditions de compétitivité aussi favorables que possible. C'est la question du coût de l'énergie, c'est la question de manière générale du coût du foncier, de la simplification administrative, du coût du travail, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, et c'est la question de comment on les accompagne dans leurs investissements, notamment leurs investissements numériques. Vous mentionnez le point tout à l'heure, je rappelle qu'il y a 80 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour accompagner les diagnostics numériques et près de 200 millions d'euros pour le suramortissement numérique, et que c'est un des points que nous regardons aussi dans le cadre du pacte productif sur tout ce qui est investissement de transition écologique énergétique. Au plan européen, il y a aussi les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour faire respecter un minimum de concurrence loyale dans le jeu. Ces mécanismes, vous les connaissez, c'est le mécanisme d'inclusion carbone sur lequel nous sommes en négociation et que nous avons mis notamment dans la plateforme des Amis de l'Industrie, que nous avons revendiqué comme étant un des éléments pour le futur ou la future commissaire qui aura à traiter ce sujet, le futur semble-t-il, et que nous portons aussi en bilatéral avec nos homologues. C'est la deuxième question de la réciprocité sur les marchés publics et de la réciprocité de manière générale dans le cadre des accords commerciaux que nous avons et de la transparence sur les aides d'État dont bénéficient un certain nombre d'entreprises. Je pense notamment à la Chine qui pèse aujourd'hui 50% de la production mondiale, là où elle était à 4% en 1978. Et puis le troisième enjeu, c'est d'avoir une approche de la commande publique qui soit plus stratégique, parce que c'est aussi un levier d'action, vous l'aviez mentionné d'ailleurs à l'instant. La parole est à Monsieur Jean-Marc Todeschini pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président Menonville, Madame la Rapporteure, chers collègues. Je voudrais tout d'abord saluer l'excellent rapport de notre collègue Valérie Létard et la nécessité de notre débat de ce jour. Sans arrogance, ce serait encore mieux, même si les difficultés de la sidérurgie, il est vrai, ne sont pas d'aujourd'hui. Car je pense que nous ne le répéterons jamais assez, malgré l'actualité et le traitement médiatique fait à l'industrie de manière générale et à celle de l'acier en particulier, il y a une industrie de l'acier en France. Plus de 40 000 personnes travaillent dans ces entreprises qui produisent notamment des aciers de qualité à haute valeur ajoutée. Ces salariés sont des spécialistes qui font appel à des technologies de pointe. Je le rappelle aussi, au passage, et vous avez évoqué Florange en préambule, Madame la Ministre, notamment grâce à l'action du président François Hollande, car, comme je l'ai dit, tout n'a pas démarré en 2017, l'industrie de l'acier n'a pas disparu du département de la Moselle, ni même de Florange, où près de 3000 personnes n'ont jamais rien lâché, pour reprendre des mots de mon ami Édouard Martin, et ont continué à être fiers des métiers qu'elles exercent. Cela étant dit, je souhaiterais revenir sur l'un des défis majeurs relevés par le présent rapport, l'adaptation nécessaire des producteurs d'acier aux exigences de la transition environnementale. La part de la sidérurgie dans les émissions de CO2 s'élève à 6% aujourd'hui,
À ce stade, les nouveaux procédés de production sur lesquels travaillent les chercheurs mettront, à la condition sine qua non que les investissements restent élevés, 15 à 25 ans avant d'être opérationnels. Néanmoins, d'autres projets se déroulent parallèlement, comme les projets de capture et stockage du carbone ou les projets de capture et utilisation du carbone. Voici ma question. Quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre pour accompagner et soutenir encore plus fortement la plateforme Metafensch à Uckange, le projet Valorco ou encore les projets 3D et ICAR à Dunkerque? L'aboutissement de ces projets est intrinsèquement lié à la sauvegarde et au développement du secteur dans notre pays. Je vous remercie. Madame la ministre, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, vous avez raison, le défi de la transition écologique et énergétique est absolument clé pour cette industrie. C'est pour ça que c'est un des secteurs pour lequel nous avons, dans le cadre du Conseil national de l'industrie et du groupe de travail que nous avons lancé sur la maîtrise énergétique, sélectionné cette filière avec Emmanuel Wargon pour travailler sur la trajectoire de diminution des émissions carbone avec Philippe Darmaillan, qui est non seulement chez ArcelorMittal, mais le patron de l'UIMM. Et nous avançons pour formuler des propositions et des engagements individuels des entreprises. Mais pour aller plus loin, vous avez raison, il y a une question d'investissement dans l'innovation. Le centre de recherche Metafensch à Uckange bénéficie d'un soutien de 20 millions d'euros pour le développement de produits très techniques, y compris les poudres. Donc c'est notre façon, pour prendre que cet exemple-là, d'accompagner aussi l'innovation dans ce secteur. Et de manière plus large, et ça c'est tout l'enjeu du pacte productif qui vise à savoir à travailler sur la transition écologique et énergétique de l'industrie et inventer une nouvelle façon de produire pour arriver à l'objectif de réduction d'une empreinte carbone neutre à horizon 2050, donc en intégrant aussi la possibilité d'utiliser du captage de CO2, on peut aussi prendre une partie. Dans cette optique-là, nous avons notamment, outre les trajectoires individuelles filière par filière, un travail sur comment accompagner et favoriser les investissements dans la transition énergétique, parce que ces investissements peuvent réduire l'empreinte carbone sans nécessairement améliorer la productivité. Et c'est donc l'une des interrogations des chefs d'entreprise qui, à un moment de tension commerciale générale, s'inquiètent de devoir mettre en plus de l'argent sur la table qui ne leur permet pas de réinvestir derrière immédiatement ou qui ont des retours sur investissement lointains. Et c'est là où la puissance publique peut inventer une façon d'accompagner ces trajectoires. Et ça pose la question des impôts de production, parce que derrière, les impôts de production, on le sait, ce sont des impôts qui pèsent sur l'emploi et sur l'investissement, en fait, qui pèsent sur l'activité de l'entreprise avant qu'elle n'ait eu la capacité à générer un bénéfice. Et c'est pour ça que nous estimons qu'ils sont nuisibles pour les entreprises et que nous suggérons de les baisser, pas pour les baisser dans l'absolu, mais pour retrouver une compétitivité par rapport à d'autres pays. Je rappelle que l'Allemagne a des impôts de production 7 fois inférieurs par rapport à la France. Merci. La parole est à Madame Christine Lavarde pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. La filière sidérurgique est aujourd'hui à la croisée du chemin et il appartient au gouvernement de lui donner une boussole. Cette filière est très émettrice de CO2. Puisqu'en effet, suivant les technologies utilisées, à la tonne d'acier produit, on est entre 1100 kg équivalent CO2 jusqu'à 3200 kg équivalent CO2. Avec l'évolution du système européen d'émission des quotas pour la période 2021-2030, une augmentation mécanique de la tonne de CO2 va se faire jour. Donc la décarbonation de la filière sidérurgique et donc sa compétitivité passe par le recours à une énergie propre, peu émettrice de CO2. Mais en même temps, une énergie peu chère, puisqu'il ne vous aura pas échappé que la filière sidérurgique est électro-intensive et que sa sensibilité est très forte en fonction de la variation des prix de l'électricité. Aujourd'hui, le prix de l'électricité en France est celui de la dernière centrale appelée sur la zone ouest du marché européen. Et cette dernière centrale, c'est une centrale charbon ou une centrale au gaz. Si bien qu'une augmentation de 10 € par tonne de CO2 entraîne une augmentation de l'ordre de 7,6 € du mégawattheure. Donc, Madame la Ministre, ma question est simple.
Quelle politique de l'énergie la France veut-elle promouvoir en Europe pour concilier maîtrise des coûts de l'énergie et faibles émissions? Je connais une énergie qui répond à l'ensemble de ces caractéristiques, faible coût et faible émission, c'est l'énergie nucléaire. Donc, quelle est donc la réponse du gouvernement au rapport remis cette semaine par M. Fols, qui a notamment préconisé de la part de l'État des programmes stables à long terme de construction de nouveaux réacteurs et d'entretien du parc existant? Il me semble que la réponse n'est pas la même suivant les membres du gouvernement qui répondent. La parole est à Madame la ministre pour 2 minutes. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Il y a plusieurs questions dans la vôtre. Il y a la question de la compétitivité du prix de l'énergie pour les industries sidérurgiques. Je veux redire que les industries sidérurgiques, étant des électro-intensives, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles du jeu que le commun des entreprises. Vous savez qu'elles peuvent bénéficier de l'Arenh, qu'elles ont le bénéfice également du TURP, que l'interruptibilité leur permet de bénéficier d'un tarif plus agressif, plus favorable, et que ce sont tous ces éléments-là que nous négocions aujourd'hui à la Commission européenne, puisque un certain nombre de contrats vont arriver à échéance 2019-2020, et que l'enjeu, c'est de maintenir un prix de l'électricité compétitif au niveau européen. Notre benchmark étant l'Allemagne, dans ce dispositif. Donc je crois qu'il faut bien séparer les différents enjeux liés à l'énergie. La deuxième chose que je veux vous signaler, c'est que la décarbonation des processus industriels, c'est une des chaînes de valeur stratégiques que nous avons pointée au niveau européen et qui a été validée comme telle et qui pourra faire l'objet d'un terme barbare IPCEI, projet d'importance européenne commune, c'est le même type de projet que celui dont a bénéficié les batteries électriques ou dont pourraient bénéficier les batteries électriques qui est aujourd'hui proposé à la Commission européenne et dont ont bénéficié les nanoélectroniques en début d'année. C'est une façon d'accompagner des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, puisque là, c'est ouvert aussi aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes entreprises, avec un support de l'État public. Donc, ce sont des aides d'État autorisées pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est une deuxième réponse à votre question. S'agissant de la question plus particulière sur l'avenir du nucléaire, vous l'avez très bien dit, l'électricité dont bénéficie la France est une électricité qui est décarbonée à 90%. C'est un avantage compétitif majeur pour la France. Ça doit le devenir d'autant plus si on arrive à faire reconnaître une valeur de la tonne CO2 qui corresponde à la réalité de l'impact de la tonne CO2 sur notre environnement. Mais au-delà de ça, nous venons de recevoir le rapport de Jean-Martin Fols qui porte essentiellement sur la situation de l'EPR de Flamanville, qui pointe un certain nombre de déviations que nous allons étudier de manière plus approfondie. Et vous le savez, le Premier ministre a été assez clair sur le sujet. La question du futur programme nucléaire, s'il y en a un, sera tranchée dans les prochains mois, mais à ce stade, il n'y a pas de position établie du gouvernement. Merci. Madame Lavarde, vous disposez de 34 secondes pour une réplique. Merci. La réponse à ma question est venue à la fin, mais finalement, vous en avez ouvert d'autres, puisque vous avez évoqué vous-même les différents dispositifs de soutien, dont l'Arenh. Donc, je pourrais désormais vous poser une nouvelle question. Quid de l'après 2025 ? Merci. La parole est à Madame Martine Berthet. Pour 2 minutes, je vous en prie, chers collègues. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, mon intervention porte sur la nécessaire visibilité à moyen terme des dépenses incontournables ou imposées aux entreprises de l'acier. En effet, comme dans tout secteur économique, pour rester compétitives, voire développer leurs activités, les entreprises de la filière sidérurgique ont besoin de visibilité vis-à-vis de leurs dépenses. Dépenses imposées en premier lieu sur la compensation qui leur est demandée pour leurs émissions de CO2, compensation qui est à présent inéluctable pour une évolution rapide vers les adaptations technologiques permettant de réduire ces émissions à leur minimum. Il est nécessaire et urgent que ces entreprises puissent avoir une visibilité suffisante. Pour cela, une feuille de route claire doit leur être donnée concernant les quotas et le prix à la tonne, tenant compte d'un horizon à 5 ans afin de leur permettre d'anticiper ces importants surcoûts de production. Qu'est-il prévu par le gouvernement à ce sujet ? Par ailleurs, et vous l'avez évoqué,
mais pouvez-vous nous faire un point précis sur la mise en place aux frontières de l'Europe d'un possible test sur la filière acier du mécanisme d'inclusion carbone en remplacement du système actuel des quotas ETS? Dépense incontournable en second lieu, la question de la visibilité du coût de l'énergie et plus particulièrement de l'énergie électrique est primordiale sur un marché qui fluctue beaucoup et sur lequel les mécanismes d'économie existent mais sont complexes pour les entreprises sidérurgiques, qu'elles soient électro-intensives ou non d'ailleurs. Là aussi, ces dernières disposent de trop peu de vision pour être en mesure d'élaborer des choix stratégiques. Pour terminer, j'aimerais me permettre une remarque. Diminuer l'empreinte carbone de la sidérurgie passe aussi par la question des transports des matières premières et des produits finis. Or, vous le savez, le multimodal reste très difficile à mettre en œuvre, la SNCF restant très frileuse sur ce sujet. Aussi, la filière est prête à s'organiser en ce sens, mais reste en attente de dispositifs d'aide lui permettant de développer cette intermodalité et de diminuer ainsi les émissions carbonées des camions. Quelle est votre vision, Madame la Ministre, à ce sujet? Telles sont les armes dont ont besoin nos aciéries savoyardes et nationales. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Berthet, vous posez la question des quotas ETS. Comme vous le savez sans doute, il y a une renégociation des secteurs et des modalités de calcul qui est actuellement en cours. Ça se passe au niveau européen, de l'Union européenne. Donc ce n'est pas une négociation sur laquelle l'État français a l'alpha et l'oméga des outils, mais nous y participons évidemment pour faire valoir notre position, et cette négociation va porter sur la prochaine période de 5 ans. Donc de ce point de vue-là, les entreprises auront une visibilité sur 5 ans. Ensuite, nous fonctionnons sur des marchés, et donc comme tous les marchés, c'est l'ordinaire d'une entreprise, et ça fait partie aussi de ce à quoi elle doit savoir s'adapter. Il y a des fluctuations, c'est comme le change ou comme le prix de la matière première, et ça doit être intégré dans les stratégies. S'agissant du mécanisme d'inclusion carbone, ce mécanisme, nous avons un travail... nous avons lancé un travail sur ce sujet-là, à la fois avec, comme je l'ai indiqué, avec nos partenaires. Il a été évoqué notamment, par exemple, pendant le Conseil franco-allemand. Je l'ai évoqué au Conseil compétitivité à plusieurs reprises. Il est repris dans la déclaration des amis de l'industrie. À ce stade, il y a des travaux un peu techniques qui sont en cours, puisque, comme vous le dites, il y a 3 filières qui sont regardées, l'acier, l'aluminium et le ciment. Pourquoi? Parce que ce sont des filières qui sont assez simples en termes de transformation. L'appliquer sur des filières plus compliquées rendrait son impact plus difficile à valoriser et pourrait probablement bloquer son appropriation par les différents acteurs économiques. Et puis... Le deuxième élément, c'est qu'il faut s'assurer de la compétitivité de l'ensemble des filières. On parlait des débouchés de l'acier. L'objectif n'est pas d'incrémenter d'un pourcentage important le prix de la construction automobile qui utiliserait de l'acier, qui bénéficierait du mécanisme d'inclusion carbone. Donc c'est tous ces enjeux que nous sommes en train de discuter avec nos partenaires et que nous discuterons avec la Commission européenne lorsque la nouvelle Commission européenne sera en place. Mais vous imaginez bien que nous avons eu des contacts sur ce sujet-là d'ores et déjà. Merci Madame la Ministre. Pour conclure le débat, la parole est à Madame Valérie Létard, rapporteure de la mission d'information. Je vous en prie, chers collègues. Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le moment est venu tout d'abord pour moi de remercier la ministre d'avoir bien voulu se prêter à cet échange questions-réponses, associer bien sûr Franck Menonville à tous les remerciements, bien évidemment à tous ceux qui ont participé à cette mission d'information, tous les collègues ici présents, mais aussi les nombreux élus qui se sont exprimés dans ce débat et qui ont montré à quel point, Madame la Ministre, cette question de la sidérurgie n'est pas une question de l'industrie du passé,
mais bien d'une industrie du futur, de l'avenir. C'est bien le haut de la chaîne de valeur de l'industrie française, c'est notre indépendance sur quelque chose qui est absolument au cœur des préoccupations qu'on doit avoir demain. La France doit rester indépendante quant à son approvisionnement, à sa capacité à fournir de l'acier, à traiter de la question aussi du recyclage, de l'économie circulaire. Vous en avez parlé. Il y a de nombreux sujets. On les a évoqués les uns après les autres. Vous avez répondu en nous disant que de nombreux outils avaient été créés par le gouvernement, par le ministère, par d'autres ministères, que le Premier ministre s'y attelait aux côtés du Conseil national de l'industrie et de France Industrie avec Philippe Varin. Vous avez cité effectivement les contrats stratégiques de filière, les fonds d'innovation pour l'industrie. Vous avez cité les enjeux de recherche et d'innovation. Vous avez cité les enjeux de GPEC. Madame la ministre, il s'agit là d'un des 9 comités stratégiques, des 9 contrats stratégiques de filière. Madame la ministre, nous savons combien vous êtes déterminée à accompagner ces questions, comme le gouvernement. Nous savons combien le sont aussi les gens qui sont à vos côtés et qui sont très efficaces, mais bien trop peu nombreux. Vous avez 9 contrats stratégiques de filière à accompagner dans cette stratégie industrielle avec vos collègues ministres. Ce que nous disons, c'est un ministère de l'Industrie, qu'est-ce que c'est? C'est avoir les moyens de vos ambitions, les moyens financiers, des moyens humains autrement plus importants. Parce que vraiment, si on va en faire une priorité nationale, si demain la France et l'Europe veulent rester quand même en compétition et rester avec une industrie forte, il n'y a pas de grand pays sans industrie forte. Il faut marcher sur deux jambes. Le numérique, la nouvelle économie, l'intelligence artificielle, la robotisation. Mais notre industrie, elle doit prendre et emboîter ce pas. Vous en êtes convaincus? Qu'on vous donne les moyens, qu'on dise enfin que l'industrie est une priorité nationale. Ça a été dit. Combien de territoires s'interrogent sur le devenir de leurs entreprises industrielles? Des exemples, on les a cités. C'est Ascoval, on a Alstom, on a peur. Aujourd'hui, on nous parle de PSA. Qu'est-ce qui va se passer? On le voit bien, c'est au cœur de nos préoccupations. C'est des centaines de milliers d'emplois qu'on doit garder demain. Transformer, mais garder. Et ça, Madame la ministre, demain, il faut un ministre plein qui soit identifié et qui agit sur tous les autres ministères. Madame la ministre, un dernier point, un dernier mot quand même qui est important. Quand on rencontre les acteurs industriels, quand on voit les patrons des ramettes ou d'autres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on va avoir un contrat stratégique de filière, mais après, quand nous avons des difficultés au quotidien, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à prendre contact avec, une fois le ministère de la Transition écologique, quand il s'agit du coût de l'énergie ou de la taxe carbone, on aura besoin de travailler avec l'emploi et la formation professionnelle sur la GPEC, on aura besoin de travailler avec le ministère de la Recherche, plus que c'est le cas aujourd'hui, sur les fonds qui sont dédiés, parce qu'il n'y a pas toujours forcément une coordination sur ces questions. Ce que je veux dire, Madame la Ministre, c'est que vous devez avoir, un ministre de l'Industrie doit avoir les moyens d'être l'interlocuteur privilégié, identifié, pour faciliter la tâche aux acteurs industriels et transformer ce qu'il y a dans les contrats stratégiques de filière, parce qu'aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette, c'est que les moyens, ils doivent être décuplés en ce qui concerne ce qui est de votre responsabilité. Donnons-nous les moyens d'être à la hauteur des ambitions que nous affichons. Il faut afficher des ambitions, on peut tenir des discours, mais il faut que les actes soient au rendez-vous. C'est tout ce que je vous souhaite, Madame la Ministre, c'est que demain, avec Bruno Le Maire, eh bien, il y ait un choix qui soit décidé par le Président de la République et le Premier ministre, celui de faire ce qui n'est pas arrivé depuis trop longtemps, c'est d'avoir un véritable ministère pilote, qui soit stratège et qui fasse en sorte que nous n'ayons pas une juxtaposition d'outils, mais bien une ambition affichée. Cette ambition, encore une fois, nous espérons que le gouvernement va la porter demain. Merci. Merci. Voilà pour ce débat qui s'est tenu la semaine dernière au Sénat, l'occasion pour les sénateurs de livrer un véritable plaidoyer en faveur de l'industrie. Notez notamment l'intervention de Franck Menonville, sénateur UC. À l'heure des start-up, il reste indispensable de conserver une industrie forte et modernisée. Notez également le tacle qui a été adressé par Valérie Létard à l'exécutif. Elle appelle en effet à mettre en place un véritable ministère de l'industrie qui pourra défendre nos industries au niveau européen au lieu de se contenter du rôle de pompier comme à Ascoval. Ce sont les mots de la sénatrice centriste du Nord. Réponse et défense de l'exécutif. Si Ascoval continue à travailler, c'est grâce à l'action déterminée de l'État et grâce aux élus locaux. Ce sont les mots de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.